La République de Platon, livre 7e, suite. Et le véritable astronome, ne crois-tu pas qu'il éprouvera le même sentiment en considérant les mouvements des astres? Il pensera que le ciel et ce qu'il renferme ont été disposés par leur créateur avec toute la beauté qu'on peut mettre en de pareils ouvrages. Mais quant au rapport du jour à la nuit, du jour et de la nuit au mois, des mois à l'année, et des autres astres au soleil, à la lune et à eux-mêmes, ne trouvera-t-il pas qu'il est absurde de croire que ces rapports soient toujours les mêmes et ne varient jamais, alors qu'ils sont corporels et visibles, et de rechercher par tous les moyens à y saisir la vérité? C'est mon avis, dit-il, maintenant que je viens de t'entendre. Donc, repris-je, nous étudierons l'astronomie comme la géométrie, à l'aide de problèmes, et nous laisserons les phénomènes du ciel, si nous voulons saisir vraiment cette science, et rendre utile la partie intelligente de notre âme, d'inutile qu'elle était auparavant. Certes, dit-il, tu prescris là aux astronomes une tâche maintes fois plus difficile que celle qu'ils font aujourd'hui. Et je pense, ajoutai-je, que nous prescrirons la même méthode pour les autres sciences, si nous sommes de bons législateurs. Mais pourras-tu me rappeler encore quelques sciences qui conviennent à notre dessein? Non, du moins pas sur le champ. Cependant, le mouvement ne présente pas qu'une seule forme, il en a plusieurs, ce me semble. Un savant pourrait peut-être les énumérer toutes, mais il en est deux que nous connaissons. Lesquelles? Outre celle que nous venons de mentionner, une autre qui lui répond. Quelle? Il semble, répondis-je, que comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été pour le mouvement harmonique, et que ces sciences sont sœurs, comme l'affirment les pythagoriciens, et comme nous, Glaucon, nous l'admettons, n'est-ce pas? Oui. Comme l'affaire est d'importance, nous prendrons leur opinion sur ce point et sur d'autres encore s'il y a lieu. Mais, dans tous les cas, nous garderons notre principe. Lequel? Celui de veiller à ce que nos élèves n'entreprennent point d'études en ce genre qui resterait imparfaite et n'aboutirait pas au terme où doivent aboutir toutes nos connaissances. Comme nous le disions tantôt au sujet de l'astronomie, ne sais-tu pas que les musiciens ne traitent pas mieux l'harmonie? S'appliquant à mesurer les accords et les tons perçus par l'oreille, ils font, comme les astronomes, un travail inutile. Et par les dieux, s'écria-t-il, c'est de façon ridicule qu'ils parlent de fréquence, et tendent l'oreille, comme s'ils pourchassaient un son dans le voisinage. Les uns prétendent qu'entre deux notes, ils en perçoivent une intermédiaire, que c'est le plus petit intervalle, et qu'il faut le prendre comme mesure. Les autres soutiennent au contraire qu'il est semblable au son précédent. Mais les uns et les autres font passer l'oreille avant l'esprit. Tu parles, dis-je, de ces braves musiciens qui persécutent et torturent les cordes en les tordant sur les chevilles. Je pourrais pousser plus loin la description et parler des coups d'archet qu'ils leur donnent, des accusations dont ils les chargent, des dénégations et de la jactance des cordes. Mais je la laisse, et je déclare que ce n'est pas d'eux que je veux parler, mais de ceux que nous nous proposions tout à l'heure d'interroger sur l'harmonie, car ils font la même chose que les astronomes. Ils cherchent des nombres dans les accords perçus par l'oreille, mais ils ne s'élèvent pas jusqu'au problème qui consiste à se demander quels sont les nombres harmoniques et ceux qui ne le sont pas, et d'où vient entre eux cette différence. Tu parles là, dit-il, d'une recherche sublime. Elle est utile en tout cas pour découvrir le beau et le bien, mais poursuivie dans un autre but, elle est inutile. Il le semble, approuva-t-il. Je pense, reprit-il, que si l'étude de toutes les sciences que nous venons de parcourir aboutit à la découverte des rapports et de la parenté qu'elles ont entre elles et montre la nature du lien qui les unit, cette étude nous aidera à atteindre le but que nous nous proposons et notre peine ne sera point perdue. Sinon, nous aurons peiné sans profit.
J'en augure de même, mais tu parles là d'un bien long travail, Socrate. Veux-tu dire le travail du prélude ou quel autre? Ne savons-nous que toutes ces études ne sont que le prélude de l'ère même qu'il faut apprendre? Car certes, les habiles en ces sciences ne sont pas, à ton avis, des dialecticiens. Non, par Zeus, dit-il, à l'exception d'un très petit nombre parmi ceux que j'ai rencontrés. Mais, demandai-je, crois-tu que des gens qui ne sont pas capables de donner ou d'entendre raison puissent jamais connaître ce que nous disons qu'il faut savoir? Je ne le crois pas non plus, répondit-il. Eh bien, Glaucon, repris-je, n'est-ce pas enfin cet air même que la dialectique exécute? Il est intelligible, mais la puissance de la vue limite, qui, nous l'avons dit, essaie d'abord de regarder les êtres vivants, puis les astres, et enfin le soleil lui-même. Ainsi, lorsqu'un homme essaie par la dialectique, sans l'aide d'aucun sens, mais au moyen de la raison, d'atteindre à l'essence de chaque chose, et qu'il ne s'arrête point avant d'avoir saisi par la seule intelligence l'essence du bien, il parvient au terme de l'intelligible, comme l'autre, tout à l'heure, parvenait au terme du visible. Assurément. Mais quoi? N'est-ce pas là ce que tu appelles la marche dialectique? Sans doute. Rappelle-toi, poursuivis-je, l'homme de la caverne. Sa délivrance des chaînes, sa conversion des ombres vers les figures artificielles et la clarté qui les projette, sa montée du souterrain vers le soleil, et là l'impuissance où il est encore de regarder les animaux, les plantes et la lumière du soleil, qui l'oblige à contempler dans les eaux leurs images divines et les ombres des êtres réels, mais non plus les ombres projetées par une lumière qui, comparée avec le soleil, n'est elle-même qu'une image. Voilà précisément les effets de l'étude des sciences que nous venons de parcourir. Elle élève la partie la plus noble de l'âme jusqu'à la contemplation du plus excellent de tous les êtres. Comme tout à l'heure, nous venons de voir, le plus perçant des organes du corps s'élever à la contemplation de ce qu'il y a de plus lumineux dans le monde matériel et visible. Je l'admets ainsi, dit-il, quoiqu'assurément, ce me semble difficile à admettre, mais d'un autre côté, ce me semble aussi difficile à rejeter. Cependant, comme il s'agit de choses dont nous n'avons pas à nous entretenir aujourd'hui seulement, mais sur lesquelles il nous faudra revenir plusieurs fois, supposons qu'il en est comme tu dis, passons à l'air lui-même et étudions-le de la même façon que le prélude. Dis-nous donc, quel est le caractère de la puissance dialectique? En combien d'espèces elle se divise, et quels sont les chemins qu'elle suit? Car ces chemins conduisent apparemment à un point où le voyageur trouve le repos des fatigues de la route et le terme de sa course. Tu ne serais plus, mon cher Glaucon, capable de me suivre, car pour moi la bonne volonté ne me ferait nullement défaut. Seulement, ce ne serait plus l'image de ce dont nous parlons que tu verrais, mais la réalité elle-même, ou du moins telle qu'elle m'apparaît. Qu'elle soit vraiment telle ou non, ce n'est pas le moment de l'affirmer. Mais qu'il existe quelque chose d'approchant, on peut l'assurer, n'est-ce pas? Certes. Et aussi que la puissance dialectique peut seule le découvrir à un esprit versé dans les sciences que nous venons de parcourir, mais que, par toute autre voie, c'est impossible. Cela aussi mérite d'être affirmé. Au moins, repris-je, il est un point que personne ne nous contestera, c'est qu'il existe une autre méthode, en dehors de celle que nous venons de parcourir, qui essaie de saisir scientifiquement l'essence de chaque chose. La plupart des arts ne s'occupent que des désirs des hommes et de leurs goûts, et sont tout entiers tournés vers la production et la fabrication, ou l'entretien des objets naturels et fabriqués. Quant à ceux qui font exception, et qui, avons-nous dit, saisissent quelque chose de l'essence, la géométrie et les arts qui viennent à sa suite, nous voyons qu'ils ne connaissent l'être qu'en songe, et qu'il leur sera impossible d'en avoir une vision réelle tant qu'ils considéreront les hypothèses dont ils se servent comme intangibles, faute de pouvoir en rendre raison. En effet, quand on prend pour principe une chose que l'on ne connaît pas, et que l'on compose les conclusions et les propositions intermédiaires d'éléments inconnus, le moyen que pareil accord fasse jamais une science, il n'en est aucun, répondit-il. La méthode dialectique est donc la seule qui, rejetant les hypothèses,
s'élève jusqu'au principe même pour établir solidement ses conclusions et qui vraiment tire peu à peu l'œil de l'âme de la fange grossière où il est plongé et l'élève vers la région supérieure, en prenant comme auxiliaire et comme aide pour cette conversion les arts que nous avons énumérés. Nous leur avons donné à plusieurs reprises le nom de science, pour nous conformer à l'usage, mais il devrait porter un autre nom qui impliquerait plus de clarté que celui d'opinion et plus d'obscurité que celui de science. Nous nous sommes servis quelque part plus haut de celui de connaissance discursive. Mais il ne s'agit pas, ce me semble, de disputer sur les noms quand on a à examiner des questions aussi importantes que celles que nous nous sommes proposées. Certes non, dit-il,